Natacha. Bonjour Patrick. Alors, on va pas parler de handball avec vous, mais plutôt de l'humoriste Tex qui présentait son émission sur France 2 depuis 17 ans et qui s'est fait donc licencier. On a beaucoup parlé depuis le milieu de la semaine dernière pour une mauvaise blague. Est-ce qu'il faut s'en émouvoir ? Bon, une blague bien beauf, qu'on a déjà entendue 1000 fois dans la bouche de Coluche ou Bigard et qu'il a racontée sur une chaîne autre que la sienne, C8. Et pour l'instant, hormis quelques humoristes, Anne Romanoff, Jean-Yves Lafesse ou Stéphane Guillon, le silence est assourdissant. Pourquoi ? Parce que cette blague touche au sujet sensible du moment, les femmes battues. On est en pleine affaire Weinstein, on célèbre dans le monde entier la parole qui se libère, on construit un continuum entre la prédation d'un homme tout-puissant d'Hollywood, le harcèlement de rue et les malheureuses frappées à mort par un compagnon violent qu'elles ne parviennent pas à fuir, et Tex sort cette mauvaise blague. Alors certes, c'est pas très fin, mais on comprend bien qu'il est en train de se jouer quelque chose de grave. À force qu'on s'inquiète très mollement de n'avoir décidément plus le droit de rien dire, c'est bien une véritable censure qui s'est installée, avec le concours actif d'ailleurs du peuple des réseaux sociaux. Oui, mais alors pourquoi un tel contrôle de la parole et de la pensée, Natacha ? Ce n'est pas par hasard si cette affaire éclate autour d'une blague concernant les femmes battues. Le rire n'est subversif que quand il est blasphématoire, quand il touche à ce qu'il y a de sacré. C'est bien ça le rôle du bouffon. Rire du roi malgré son pouvoir de droit divin. Et dans une société qui érige les victimes en héros, qui fait de la lutte contre les dominations imposées par le mâle blanc hétérosexuel l'objet même du progrès démocratique, le sacré c'est ça, les femmes battues, les minorités supposées, un sacré protégé par un clergé aux réflexes inquisitoriaux et par des croyants fanatiques qui sont prêts à se choquer et à réclamer le pilori. Les réseaux sociaux servent à ça, amplifier la caisse de résonance et permettre à chacun de montrer à quel point lui, il est du bon côté, dans le camp du bien. C'est pas ça qui aidera les femmes battues, qui elles ont besoin d'accueil, de suivi psychologique, de moyens financiers pour s'émanciper. Peu importe, les curés sont contents. Oui, mais sauf que ça devient finalement étouffant. On ne sait plus de quoi on peut rire aujourd'hui. Il faut jamais oublier qu'en France, des dessinateurs sont morts pour avoir proclamé qu'on pouvait rire de tout, même de l'islam et des islamistes. Alors à chacun son sacré. Mais interdire le rire, même de mauvais goût, instaurer un délit de blasphème sur quelque sujet que ce soit, c'est une insulte à l'intelligence du public et c'est le début de la fin de la démocratie comme assemblée de citoyens libres et responsables. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, ce sont les limites. Merci Natacha Polony et à demain. Libre comme Henri Guénaud. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour Patrick. Comme chaque matin, donc au-delà des clivages politiques, on prend du recul et de la hauteur. Ce matin, Henri, sur les leçons du Brexit. Oui, le moment est venu de commencer à tirer les leçons de la décision des électeurs britanniques l'année dernière. Theresa May arrive désormais enfin à la fin de son chemin de croix, parce que ça a été un chemin de croix de la négociation du Brexit avec l'Union européenne. Alors certes, les difficultés n'ont pas manqué. Elles n'ont pas manqué parce que, d'une part, l'Union européenne, au fond, les dirigeants de l'Union européenne voulaient faire payer au Royaume-Uni sa décision de sortir. Il y avait une volonté de punir le Royaume-Uni pour éviter que l'exemple fasse école dans d'autres pays de l'Union européenne. Difficulté aussi parce qu'il y avait une facture à régler, qu'il fallait en fixer le montant. Difficulté aussi à cause de l'Irlande, parce que il est difficile de fermer la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, qu'une partie du processus de paix en Irlande du Nord repose sur la porosité de cette frontière. Difficulté qu'on verra peut-être arriver par la suite avec les Écossais, qui revendiquent de rester dans l'Union européenne. Difficulté enfin avec sa majorité, parce que Theresa May s'est tiré aussi une balle dans le pied en provoquant une dissolution et en provoquant des élections qui, contrairement à ce qu'elle prévoyait, ne lui ont pas apporté de majorité. Au contraire, et sa majorité aujourd'hui ne tient que la dizaine de voix précisément d'un parti conservateur d'Irlande du Nord. Cette situation l'a profondément déstabilisée et désavantagée. Quelqu'un a dit elle doit aimer les montagnes russes parce qu'elle est passée par des phases d'optimisme et des phases de crise très, très, très graves. Mais souvenons-nous de ce qu'on disait, de ce qu'on racontait au moment du Brexit. C'était, comme d'habitude, l'Europe ou le chaos.
ça allait être l'apocalypse. Je me souviens des commentaires des uns et des autres. C'était tout juste si l'économie britannique n'allait pas s'effondrer du jour au lendemain. Or, nous n'avons assisté à rien de tout cela depuis plus d'1 an maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés à surmonter par la suite, mais tout de même, rien de dramatique ne s'est passé. Je suis d'ailleurs prêt à prendre le pari que même si Paris récupère en tant que place financière quelques activités de Londres restera la grande place financière de l'Europe et de l'Occident. Oui. Ça, c'est le point le plus sensible, peut-être. Oui, non, mais c'est une trop vieille histoire. C'est-à-dire que c'est aussi l'histoire qui fait les places financières, qui réunit les compétences, qui fait les traditions. En tout cas, c'est un pari à prendre. Paris ou Francfort ne remplaceront pas Londres comme place financière internationale. Nous verrons bien, mais franchement, il n'y a pas beaucoup d'éléments aujourd'hui qui plaident dans ce sens. Alors c'est vrai, les chefs d'entreprise britanniques commencent à réclamer que l'Angleterre quitte l'Europe sans vraiment la quitter, en tout cas qu'on se mette d'accord pour avoir les mêmes réglementations. Ils ont très peur quant à l'accès de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, de leurs entreprises au marché unique. Mais c'est un peu un épouvantail à moineaux parce que de toute façon, l'accès au marché unique, il est aussi réglé par organisé par les règles de l'OMC. C'est-à-dire qu'il existe des règles qui font que on ne peut pas fermer facilement son marché intérieur à ses partenaires commerciaux. Donc la Grande-Bretagne pourra avoir des règles et on peut parier qu'elles ne seront pas forcément plus sévères que les règles européennes. Elle aura ses propres règles et ça ne l'empêchera certainement pas, ça n'empêchera pas ces entreprises d'accéder au marché intérieur. Donc, vous voyez, on est bien loin de cette histoire d'Europe et du chaos. Merci Henri Guénaud. Retour sur l'interview accordée à Laurent Delahousse hier sur France 2. Alors c'était, vous l'avez remarqué, une interview, pour ceux qui l'ont vu, une interview enregistrée il y a quelques jours. Je fais ce que j'ai dit. Il l'a répété, martelé, Michael Darmon. Ah bah oui, puis il a répété même vis-à-vis de TF1, puisque c'est exactement la thématique qu'il a déroulée, au fond, le message que l'Élysée et le président veulent faire passer. À chaque fois qu'il prendra la parole pendant toute la première année de son quinquennat, c'est « je fais ce que j'ai dit ». Et les résultats seront dans 2 ans et je rendrai compte à la fin du quinquennat parce que il est crédité dans les sondages là-dessus. Les Français lui donnent du temps pour ses résultats, mais le valident, on le voit dans les sondages, sur la détermination et le fait qu'il mette en route son programme. Cela dit, j'ai trouvé que c'est une interview absolument fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que fonctionnel, c'est-à-dire. Oui, France 2 est monté au créneau après TF1. Nous, on veut notre interview. Pourquoi pas dans un style différent. Comment ça se fait Voilà. Et donc, bien évidemment, il leur donne l'interview. Et on y reviendra tout à l'heure avec, je trouve, une démarche un petit peu aussi machiavélique. Oui, Christophe Bordet. Moi, j'ai trouvé que, à la différence de l'interview de TF1, qui était quand même assez brouillon, si on se souvient bien, c'était quand même très compliqué pour ceux qui étaient autour de la table. Bon, d'ailleurs, lui-même, le chef de l'État, par moments, a été loin d'être limpide, etc. Et là, malgré tout, alors évidemment. Effectivement, tout était bien calé, on le sentait à l'avance, quoi. Tout était extrêmement calé. C'est enregistré et monté, donc c'est très très calé. Donc c'est très calé, et donc il y a rien entre guillemets de négatif qui semble ressortir de l'interview, quoi. Tout est pensé, tout est sur le nucléaire par exemple, et sur les centrales à charbon, il est très didactique, très clair. Sur Hulot. Là aussi, très limpide, très clair, il a besoin de lui. Bon, enfin voilà, on sent que tout est pensé. Et c'est ça qui est un peu gênant, je trouve, évidemment, dans cette interview, c'est que tout est réglé au millimètre. Après, sur la forme, c'est assez intéressant, les petits messages qu'il fait passer dès le début, d'ailleurs, puisqu'il est dans ce bureau, le bureau où il reçoit les chefs d'État, de gouvernement, etc.,
qui est le bureau où il travaille et qui est le bureau de l'ordre, dit-il. Oui, alors qu'il y a Et le bureau- d'ailleurs, il va même plus loin, c'est très intéressant. Il fait référence à un seul de ses prédécesseurs. Il dit oui, c'est le bureau du général de Gaulle, notamment. Voilà, il parle pas des autres. C'est le général de Gaulle, donc il s'identifie à quelque part. Et tout ça est quand même très intéressant à observer, puisqu'il dit à côté, il y a le bureau du désordre. C'est la bulle où il y a tout le entre guillemets le bordel, les dossiers, les machins, les trucs. Voilà. Donc j'ai trouvé que sur cet aspect-là, en tout cas, c'était assez intéressant. Et je pense que au-delà de ce que vous disiez par rapport à France 2 qui a voulu son interview, etc., je pense que l'idée de faire l'interview de cette manière-là en se déplaçant dans le palais de l'Élysée, etc., c'est ça aussi qui lui a plu parce que tout d'un coup, il y avait forcément par rapport à TF1 un côté beaucoup moins guindé, moins officiel. Oui, mais en même voilà. temps, regardez, c'est pour ça que moi je préconise beaucoup le fait d'aller beaucoup questionner les dirigeants dans leur lieu, parce que on s'exonère ensuite du décorum. Là, on avait trois personnages, on avait trois personnages, on avait l'intervieweur, le président et le décor. Et donc à partir de là, on est moins concentré et sur le questionnement et sur les réponses. Vous avez évoqué à l'instant le cas de Nicolas Hulot et le long passage très pédagogique, très didactique sur effectivement la politique énergétique. Et petit oubli quand même très important, pas de questions sur Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi ? Parce que ça avait été enregistré non, mais tout le monde sait, même si c'est enregistré mardi. Ça a été enregistré mardi, après le sommet sur le climat, tard dans la nuit. Mais enfin, tout le monde sait que Notre-Dame-des-Landes est un dossier de début d'année. Donc, quand on enregistre, on pose la question de Notre-Dame-des-Landes. On sait parfaitement qu'il y a un chantier laïcité qui va être lancé. Non, mais la question à laquelle je n'ai pas la réponse, peut-être que vous l'avez, peut-être que dans l'interview brute, ça y est, je ne sais pas. Par définition, on n'en sait rien, mais enfin, non, mais je sais pas, on pourrait très bien se dire que... on va pas tomber dans le complotisme. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être que l'Élysée a dit... Peut-être que l'Élysée a dit, je ne veux pas entendre parler de Notre-Dame-des-Landes maintenant, sinon vous n'avez pas l'interview. C'est une preuve de vie. Je pensais que c'était pas Christophe Bordet face à moi ce matin. Si, je suis toujours là et je réfléchis comme vous. C'est bien vous. Le complotisme est revenu. J'ai peur que ce soit pas vous. Ah d'accord, c'est donc bien. Pourquoi pas ? D'accord. Non mais franchement. Alors là, pour le coup, c'est faire injure au professionnalisme quand même. Mais on de Delahousse de dire on a une question sur Notre-Dame-des-Landes, votre ami Delahousse. C'est pas mon ami, c'est un confrère que je respecte comme vous devriez le faire. Mais on ne sait pas en revanche si ça a été monté ou pas, s'il y a eu beaucoup de montage. D'abord, ça se non voit. Mais il y a beaucoup de montage. Le passage d'une pièce à une autre, c'est pas du direct en plan séquence. En tout cas, c'est monté. Non, c'est un long plan séquence, mais on voit bien que de temps en temps il y a du montage. Mais je suis absolument persuadé que aucune question n'a été enlevée. Sinon, vous pensez bien que ce serait déjà sur les réseaux sociaux, d'accord ? Rien dans la maison que l'on connaît du service public, rien ne reste secret. D'ailleurs, justement, ce qui est intéressant, c'était ça. Je trouve le plus machiavélique, c'est que c'est sur le service public qu'il est allé annoncer qu'il allait faire exploser le service public. C'est comme la seule annonce concrète, vraiment. Moi, il y a eu deux moments que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était effectivement assez amusant à observer. C'était l'aspect service public, en gros, il est temps que tout ce petit monde se rassemble. Le monde d'avant, il a dit. Oui, c'est ça, le monde d'avant. Le CSA et la présidence de France Télévisions vont passer de bonnes fêtes. Oui, le CSA en a pris aussi pour son compte, voilà, en disant ils font pas leur boulot parce qu'il y a aussi Internet, etc. Ils vont pas vérifier ce qui se passe. Ils vous contrôlent, ils vous embêtent. Pendant ce temps-là, ils contrôlent pas les nouvelles. Donc ça, c'était intéressant. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'était quand même sur Wauquiez, parce qu'alors sur Wauquiez, finalement, il voulait pas en parler, et puis finalement, il en a quand même parlé, et en même temps, il le met sur un piédestal. Mais la manière dont il en parle, on a l'impression qu'il le reconnaît comme son il répond à une opposant. Question, on sait parfaitement que au moins le menu général a été évoqué, et que donc bien évidemment, il savait qu'il allait en parler. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il le désigne. Oui, voilà. Il le désigne, il le met à son niveau, et ça veut dire qu'il reconnaît implicitement que le positionnement de Laurent Wauquiez peut lui poser problème. Parce qu'effectivement, Laurent Wauquiez, c'est ça, oui, absolument. Moi, j'en suis persuadé. La manière dont il en parle, c'est d'abord, il y a une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'il fait du dégagisme aussi avec Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Non, mais vous confirmez cela, c'est-à-dire qu'il les dégage. Voilà, j'en ai un. Il les dégage, et bien, il le désigne. Il ne semble pas très solide pour l'instant. Moi, je crois que c'est une manière de reconnaître aussi implicitement, sans le dire, mais en l'attaquant, qu'il occupe une place qui peut être politiquement importante. Pourquoi ? Parce que Laurent Wauquiez a compris que l'enjeu de 2022, c'est d'être au second tour, c'est tout. Et celui qui va vendre à l'ensemble de l'électorat, voire celui également du Front National, en disant je ferai le référendum contre Macron, c'est Wauquiez qui peut le faire aujourd'hui. Et quelque part, il le reconnaît,
et en le désignant et en lui disant monte Alors sur là, le ring. là où il faut qu'il fasse attention, et si on se réfère à cette interview justement, d'ailleurs à un moment de la Housse lui en parle en lui disant attendez, mais ceux qui ont voté en gros pour Marine Le Pen, Mélenchon, Ils sont encore là, il y a 3 millions de chômeurs, etc. Et là-dessus, effectivement, il faut qu'il fasse attention, parce que vous parlez de dégagisme de Le Pen et Mélenchon. Les jeux ne sont pas encore complètement terminés quand même. Bien sûr. Donc je pense que le président de la République a intérêt quand même à faire attention à ça. S'il n'a pas les résultats, bien il aura encore des gens qui votent extrême qui seront là face à lui la prochaine fois. Ce qui est assez incroyable, c'est que sa cote de popularité remonte quand même assez fortement. Après un été difficile, l'hiver s'annonce au chaud juste une pour le petite chose président, par rapport à 52%. ça. Hein. Je parlais avec un employé de la City de Londres ce vendredi qui a voté Fillon et qui me disait si j'avais su, j'aurais voté pour lui, pour Macron. Je dis c'est incroyable quand même, etc. Ouais. Eh bien, l'affichage fait que les gens croient en quelque chose et se disent oui, il fait des choses, même s'il n'y a pas les résultats encore. C'est ça qui est incroyable. Je crois que les signaux pour conclure, et c'est ce qu'il montre dans cette interview, comme il avait fait la première fois, c'est qu'on va être sur un profond chantier lié à des réformes qui ont